Reçoit ce soir un très grand champion explosif et polyvalent, pratiquant d'arts martiaux mixtes, les MMA, et précédemment kickboxer. Il combat actuellement dans la catégorie des poids mi-moyens au Professional Fighters League. En résumé, il totalise plus de 70 victoires, je serai plus précis, 97 combats, 91 victoires, 5 défaites, 13 fois champion du monde de kickboxing. Cédric Doumbé a accepté cet entretien ce soir sur notre chaîne. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. De passage au Cameroun. Ça fait toujours du bien de retrouver la famille. Toujours. C'est quoi, c'est une sous-inspiration? C'est se ressourcer, se prendre de nouvelles forces? Qu'est-ce que ça représente pour vous de revenir dans votre pays? C'est une grosse source d'inspiration parce que je suis très attaché à mes racines camerounaises. D'accord. J'ai grandi à Douala, Deido précisément, et le fait de voir ma famille, de revoir même mes anciens camarades du quartier, d'école, c'est une grosse source d'inspiration, et c'est aussi une manière d'être satisfait, parce que quand on voit d'où on vient, on arrive à savoir où est sa place et surtout à être reconnaissant de tout ce qu'on a aujourd'hui. Parfois, on sait que l'être humain n'est pas assez reconnaissant, mais le fait de voir d'où on vient, ça nous permet de dire quand même, d'être reconnaissant. Je veux dire, ça a un sens, ou alors ça a un impact dans vos combats, quand vous êtes peut-être en difficulté, vous vous dites, je pense à mes frères camerounais, je pense à la famille, et pour eux, il faut que je fasse un chaos. Non, c'est pas tellement quand je suis en difficulté, c'est plus quand je suis dans les vestiaires et que je dois me concentrer. Et c'est un moment où il y a le stress qui prend le dessus, et il y a aussi la crainte. La crainte, donc non pas la crainte de l'adversaire, mais plutôt la crainte de l'échec. Et à ce moment précis, comme je l'explique souvent, notamment dans le livre aussi, c'est à ce moment que tout le combat se joue pour un combattant. Et souvent à ce moment-là, je me dis cette phrase, je me dis que mes gars, tu es un Camerounais. Pas toi, tu es un Deido. Tu es un Camerounais, on ne peut rien te faire. Et ça me motive de voir que mes racines camerounaises sont là, sont présentes, et de voir aussi tous mes compatriotes camerounais, comme Francis, Ganou, même les footballeurs, qui excellent, Samuel exactement, qui excellent dans le monde. Je me dis non, le Cameroun c'est le continent, personne ne peut rien me faire, et du coup ça me motive. Ça c'est sûr. Alors peut-être commencer en parlant un peu de votre enfance, mais avant de présenter ce bouquin, votre dernier livre, qui date du 30 octobre de cette année, une inspiration, c'est Cédric Doumbé, point à la ligne, KO, premier rang, une autobiographie aux éditions Marabout. Je veux dire, c'est quoi, vous vouliez raconter votre histoire, la partager avec le monde entier, dire d'où vous venez, d'où vous allez, comment ça s'est passé? Alors, souvent on me dit, mais un livre c'est souvent en fin de carrière qu'on sort son autobiographie. Bon, comme je suis Cédric Doumbé, je n'aime pas faire comme tout le monde. J'ai décidé de sortir mon livre un peu avant. Et c'est un livre qui va un peu raconter mon parcours, certes, comme la plupart des autobiographies racontent le parcours. Mais vraiment, dans ce livre, il y a des choses que les gens ne savent pas. Des choses qui n'ont pas été dites dans des interviews, qui n'ont pas été dites même dans des vidéos que j'ai pu publier sur les réseaux. Et je voulais que le public, notamment ceux qui s'intéressent vraiment à moi, parce que ce sont ceux qui vont se déplacer pour se procurer le livre, voient et sachent vraiment qui est Cédric Doumbé, d'où il vient, par quoi il est passé, la transition qu'il a eue du passage de Cédric Doumbé chrétien à Cédric Doumbé musulman. Absolument. Et pourquoi, comment ça s'est passé, et tout ça est retranscrit dans le livre. C'est vraiment ce que je voulais offrir au public. Et c'était aussi pour moi, c'est une fierté pour moi de pouvoir plus tard montrer à mes enfants, à mes futurs enfants, ce livre qui sera dans notre bibliothèque. Et c'est une trace un peu indélébile que je laisse sur cette terre. D'accord. Mais sans prétention, on va essayer de faire cet exercice-là. Donc, une autobiographie de Cédric au cours de cette émission. Cela dit, quand vous êtes sur un round, je veux dire, en plein combat, il y a cette atmosphère immédiate, cet environnement, ce contexte, le public qui vous regarde, et puis derrière, il y a les téléspectateurs, et puis loin derrière, il y a le continent. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? C'est ceux qui vous encouragent au plus près? Ce qui va vraiment m'inspirer le plus et le plus fortement, indéniablement, ça va être mes racines.
parce que certes, je suis attaché à la France déjà. La France qui m'a aidé, qui m'aide toujours et la France qui m'a, on va dire, qui m'a entraîné, qui a fait aussi le combattant que je suis aujourd'hui. Même si ma mère reste le Cameroun, c'est le Cameroun qui va vraiment m'inspirer le plus fortement, parce que quand on est on est poussé dans ces derniers retranchements, que ce soit émotionnel ou même physique, on va revenir à la base de base. À la base, vraiment, et la base, pour moi, c'est le Cameroun, c'est d'où je viens. Et c'est ça qui va me motiver, c'est ça qui va permettre de me réanimer quand parfois je suis amené peut-être à vouloir baisser les bras. Je pense à d'où je viens, je pense à ma famille, à mes parents, et je me dis que je peux pas lâcher. Alors, il faut le dire, hein, le Cédric Doumbé qui est souvent en plein combat n'est pas forcément celui timide, tranquille, souriant. C'est quoi, il y a une double personnalité? Il y a une légère schizophrénie. D'accord. Mais elle est volontaire, elle est choisie. Il y a le Cédric Doumbé showman, et il y a le Cédric Doumbé qui est naturel, introverti un peu, timide, un faux timide comme dirait ma mère. Timide dans un premier temps, puis après, quand il apprend à connaître, il se lâche un peu. Mais sinon, c'est assez réservé. Ouais. Alors que Cédric Doumbé à l'écran, c'est celui qui vient avec un matelas. Lequel fait le plus peur? C'est celui qui vient avec le matelas. Ça, c'est sûr. Je rappelle que vous êtes aussi un influenceur. Plus d'1 million de vues, quand même, de followers, quand même, sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est une autre inspiration, cela. Ça montre que le travail que je fournis plaît au public, public du continent, au public français, européen. Et ça, c'est une motivation aussi, parce que c'est pas vraiment volontaire. C'est-à-dire, le fait d'être Cédric Doumbé, je fais pas ça pour qu'on me suive ou pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment très naturel. Et le fait que le public, les gens adhèrent à ça, c'est aussi c'est apprécié. Alors, on va reprendre un peu le cours de l'histoire. Vous partez en France à 9 ans. Mais avant ça, vous êtes au Cameroun. Comment ça se passe? Vous êtes né ici, vous avez des repères, vous avez des endroits qui vous marquent toujours aujourd'hui? Alors, c'est assez particulier parce que quand je retourne dans les endroits où j'ai passé mon enfance, je vois ça avec un autre œil, un œil différent. J'ai quitté ces endroits avec l'œil d'un enfant de 9 ans. Aujourd'hui, j'arrive avec l'œil d'un père de famille de 32 ans. Et tout m'a l'air tellement petit. Physiquement, je vois les rues vraiment petites. Il y a des magasins, des boutiques qui n'ont pas bougé, des gens. Mais qui ont changé d'aspect. Exactement, des gens qui n'ont pas bougé, mais tout a tellement changé d'affaire. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que faut savoir que moi, quand je suis arrivé en France, j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup voyagé. Et à aucun moment, je me suis senti vraiment chez moi. C'est-à-dire que partout où je suis allé en France, je rencontrais des amis, des gens qui étaient nés à ces endroits-là. Par exemple, je suis arrivé à Paris, j'avais des amis parisiens qui étaient nés à Paris et qui avaient toujours vécu dans cet appartement, dans ce quartier, dans cette ville. J'ai déménagé, je suis allé à Avignon, à Angoulême, à Bordeaux, et j'ai rencontré des amis qui étaient chez eux. Et moi, j'avais toujours cette tristesse au cœur de ne pas avoir un endroit où je suis né, où j'ai grandi, où je peux dire à des gens que voilà, ça c'est la maison où j'ai grandi, où je suis né, etc. Parce que j'avais laissé ça au Cameroun. Et quand je reviens ici et que je repasse à Deido, dans ma maison, et je vois les murs où j'ai fait les premières bêtises, où j'ai marché, j'ai fait mes premiers pas, ça me fait chaud au cœur. Parce que enfin, je me dis, ça c'est chez moi. C'est cet endroit que j'ai laissé, et je suis tellement touché de pouvoir prendre ça en vidéo et partager ça avec ceux qui me suivent sur les réseaux. Et s'agissant de la gastro, vous avez les mêmes repères de saveurs? Le dolé, les crevettes. La gastronomie, ça bouge pas. Moi, je suis d'abord un grand mangeur. Ne me dites pas. Comme tout bon sportif. Voilà. Comme dit Samuel, je veux d'abord rappeler que ça va pas être un grand joueur. Moi, je rappelle que je suis un grand mangeur. Avant toute chose. Voilà. J'aime beaucoup la nourriture. Et comme je dis souvent, j'ai des débats très agressifs avec mes amis à Paris. Je dis la meilleure nourriture, c'est au Cameroun. Je veux rien savoir. Un peu de chauvinisme. Ah ouais, toujours. C'est vrai, je le pense en plus. Vraiment, la meilleure nourriture, c'est au Cameroun. D'accord. Alors dites-moi, champion du monde, à quoi ressemble une journée d'un champion du monde? Du réveil au coucher, comment il s'occupe, qu'est-ce qu'il fait, à quoi pense-t-il? Je veux dire, je veux rentrer un peu dans ta tête. Une journée type d'un champion du monde, par exemple. Disons une journée simple, sans combat, et puis une journée avec compétition, ou c'est pas une journée simple. Alors là, c'est pas une journée vraiment d'un champion du monde comme tel,
on va dire c'est la journée de Cédric Doumbé. D'accord. Une journée type, c'est j'ai mes obligations religieuses. Hein. 5 fois par jour, j'ai rendez-vous avec notre Créateur. Je fais les 5 prières quotidiennes qui rythment en fait ma vie, qui rythment exactement mes rendez-vous, etc. Mais sinon, c'est passer du temps avec son enfant. Je me réveille le matin. Je suis pas trop du matin, donc je n'aime pas trop déjeuner, petit déjeuner le matin. Donc mon premier repas, ce sera plus aux alentours de midi. Je me lève, donc je mange. Comment dire, parfois je check les réseaux sociaux aussi, parce que ça fait partie de ma vie, malgré tout. Et je passe du temps avec la famille, ma mère, je prends des nouvelles. Ça m'arrive de faire du sport, très peu quand je suis pas en préparation d'un combat, mais je fais quand même du sport pour garder la forme. Et le soir, pareil, hein, je suis très casanier. Je n'aime pas beaucoup les sorties intempestives. J'aime vraiment beaucoup rester à la maison avec la famille. En ce qui concerne la journée type en préparation d'un combat, là, c'est vraiment beaucoup plus rythmé. C'est-à-dire que je me réveille très tôt le matin. Là, je suis obligé de petit déjeuner, mais très léger, parce que je suis en perte de poids constante. Et je vais m'entraîner. L'entraînement du matin, quand je reviens, je déjeune. Je range mes affaires. Une fois déjeuné, je dois faire la sieste. Ensuite, après la sieste, je dois prendre une collation. La collation, ensuite, je vais m'entraîner. Entraînement de l'après-midi, je reviens. Et entraînement du soir, pardon. Je reviens, je dîne et je dors. Et c'est ça tous les jours, jusqu'à la semaine du combat. Une discipline bien calibrée. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu aussi transmettre à travers ce livre, à ceux qui allaient le lire, les lecteurs, les jeunes surtout. C'est si on veut arriver à quelque chose, peu importe l'ambition qu'on a, et il faut toujours avoir une haute ambition, c'est la discipline qui est le mot-clé. Le mot d'ordre, c'est toujours la discipline. Et c'est ce qui est le plus difficile à avoir, parce que l'âme humaine n'aime pas la discipline, n'aime pas être contrainte. Et justement, pour arriver à faire de grandes choses, il faut se contraindre à une certaine discipline. Simplement parce que derrière discipline se cache sacrifice. Exactement, exactement. Une discipline entraîne des sacrifices. Sacrifice du temps, sacrifice d'énergie, sacrifice de beaucoup de choses, mais en tout cas, pour arriver à acquérir de grandes choses, il faut faire des sacrifices. Bon, vas-tu chercher justement cette force pour pouvoir faire tous ces sacrifices, surmonter, je vais t'éloigner évidemment, que c'est peut-être de certains désirs que tu aimerais, bon alors c'est un plaisir que tu aimerais t'offrir, mais tu te dis attention, pour rester focus, d'où te vient cette force-là? Il faut naviguer, et là il y a un gros parallèle aussi avec ma religion. Il faut naviguer entre la crainte et l'espoir. Alors, si je reste dans le domaine sportif même, je navigue entre la crainte de l'échec et l'espoir de la récompense. Et ça, c'est dans toute chose, il y a toujours ces deux facteurs qui sont présents, la crainte et l'espoir. Quand je pense au combat de boxe, au combat de MMA, j'ai cette crainte dans mon cœur de la défaite. Cette crainte de la défaite, elle est vraiment omniprésente. Mais il ne faut pas qu'elle prenne l'ascendant sur l'espoir de la récompense, de la victoire. Quand on repense à ces bons moments, la victoire, la saveur de la victoire malgré les blessures. Quand on a gagné un combat et qu'on est blessé, c'est pas la même chose que quand on a perdu et qu'on est blessé. Absolument. La blessure n'a vraiment pas la même saveur. La victoire console tout. Exactement. Et justement, il faut naviguer entre la crainte de l'échec et l'espoir de la récompense. Et ce qui fait qu'on garde cette discipline, c'est toujours penser à ces deux choses, ces deux dénouements possibles. C'est ça qui fait qu'on s'entraîne dur, c'est ça qui fait qu'on lâche pas l'entraînement, qu'on se réveille tous les matins et qu'on continue sans s'arrêter, parce que on sait que au bout, déjà toute chose a une fin, rien n'est éphémère, enfin tout est éphémère, pardon, rien n'est pérenne, toute chose a une fin. C'est-à-dire même quand je m'entraîne, mon coach me répète toujours, là c'est dur, mais toute chose a une fin. Même si ça dure 1 heure, 2 heures, ça va s'arrêter à un moment. Donc endure maintenant et savoure plus tard. D'accord. Alors on a également pu observer qu'autour de toi, tu as la famille qui t'entoure grandement, tu as un ou deux proches de la famille. Ça s'organise comment autour de Cédric? En ce moment oui, de façon générale. Hein. C'est très difficile parce que je passe, je vais pas dire très peu, mais je passe pas le temps que j'aimerais avec la famille parce que je suis très pris par mes obligations, mes occupations, et c'est difficile.
parce que je suis quelqu'un quand même de très proche de la famille. Et j'aime l'esprit de famille, j'aime les moments. Pour moi, les meilleurs moments sont les moments en famille. Et j'aimerais passer beaucoup plus de temps, mais c'est compliqué avec les obligations d'un homme de 30 ans. On est très pris par le sport, notamment, surtout un sportif de haut niveau, un personnage public. J'ai beaucoup d'occupations, beaucoup de sollicitations médiatiques. Derrière aussi, je dois gagner ma vie, donc j'ai beaucoup de sollicitations aussi en termes de partenariats qui font que je suis pas beaucoup à la maison, je voyage beaucoup dans divers pays, tels que Dubaï, tels que les États-Unis, etc. pour combattre également. J'ai combattu dans les 4 coins du monde. Hein. J'ai combattu en Australie, j'ai combattu en Chine, aux États-Unis, au Madison Square Garden, et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Mais le bon côté, c'est que une fois que j'ai ces moments justement en famille, eh bien, ils ont une saveur particulière. Bien sûr. Beaucoup plus, on les savoure beaucoup plus. Et profondément. Profondément. Alors, cela dit, ça paraît un peu comme une curiosité. C'est vrai qu'il est au Cameroun, ses premières écoles, c'est le Cameroun, ses premiers pas, ses premiers jeux, sa première bouffe, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays de foot, a priori. Donc, on devrait se dire, tout Camerounais je veux dire, la passion, c'est le foot, et la pratique devrait être le foot. Mais ça aurait pu aussi être le basket, un autre sport collectif. Mais Pang, Cédric, qui fait du kickboxing, il est dans le MMA. Je dis, ça vient d'où? Bon, déjà, je salue tous mes compatriotes, footballeurs, basketteurs, Joël Embiid, bien sûr. que je salue, Aurélien Tchouameni, bien sûr. que je salue aussi. Et j'ai commencé par le foot. On va pas se mentir. J'ai commencé. J'ai joué au foot. Comme tout Camerounais qui se respecte, j'étais dans le foot, mais le foot n'a pas voulu de moi. Tu joues à quel poste? Non, je suis attaquant. Tu marquais des buts? Non, je marquais pas. C'est peut-être pour ça que tu as pu marquer. J'étais très rapide, donc j'ai quand même gardé cette qualité, la rapidité, la réaction, etc. Mais il me manquait 2 choses. Déjà, le talent de footballeur et surtout la vision du jeu. J'avais pas cette vision du jeu, c'était vraiment pas mon truc le football. Mais j'aimais ça et j'aime toujours le football. Mais avec des crampons, Cédric Doumbé n'est plus Cédric Doumbé. Il faut me mettre dans une salle ou peut-être à la santé, mais sans crampons, je peux jouer. Mais le football, non, le foot m'a pas choisi. Tu jouais pas pieds nus? Non, je jouais avec des baskets. Voilà. Mais en crampons, je suis pas performant. Sur un grand terrain à 12-13, c'est pas possible. C'est pas mon sport. Là, tu expliques pourquoi tu poursuis pas dans le foot. Pourquoi j'ai pas poursuivi dans le foot? Oui, pourquoi tu n'as pas poursuivi dans le foot? Mais tu dis pas comment ça se fait, donc le choix. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé vraiment par hasard. Par hasard, c'est un cousin une fois qui m'a dit tiens, viens, j'ai essayé une fois dans une salle de boxe à côté de la maison, j'ai essayé, je suis allé m'entraîner, c'était bien, j'ai fait un petit combat à la fin. Et puis il m'a dit, on s'est bagarré, j'ai donné, il m'a donné, j'ai donné, il m'a donné. Et puis ça m'a amusé, je me suis dit, tiens, je vais venir essayer, parce que j'aime bien la bagarre. Donc, donc je vais venir essayer. Et quand j'ai poussé la porte de cette salle, au début, je me suis rendu compte. Alors pour moi, c'était de la boxe. C'était à Paris déjà. C'était à Angoulême. Angoulême, ok. Angoulême, à côté de Bordeaux. Pour moi, c'était de la boxe traditionnelle, comme Mike Tyson, Mohamed Ali. Et puis j'ai découvert qu'il fallait mettre des coups de pied, que c'était comme du kickboxing, full contact. Donc j'ai vraiment découvert ça par hasard. Ça me plaisait. J'ai vu que j'apprenais aussi très très vite. Et finalement, j'ai continué. Tu t'épanouissais. Ouais, exactement. Et surtout que j'assimilais vraiment rapidement les techniques parce que le coach me complimentait. Il me disait que j'arrivais à faire en très peu de temps ce que d'autres mettaient du temps, voire même des mois à assimiler. Moi, en un cours, en 1h30, j'arrivais à assimiler. Donc, ça qui m'a motivé et qui m'a encouragé à continuer. Alors, tu sais, Cédric, je te l'apprends certainement pas. Quand on a autant de temps dans une discipline et qu'on a autant de victoires, on a l'impression de se dire, j'ai déjà tout vu, j'ai déjà tout fait. Donc, une certaine lassitude pourrait s'installer. Mais qu'est-ce qui te rebooste tout le temps? Je veux dire, tu gagnes hier, tu repars demain, tu gagnes. Après demain, tu envisages gagner de nouveau. Comment tu maintiens ta motivation à ce très haut niveau des enjeux, des compétitions? Comme je l'ai dit, déjà à la base, il faut avoir une haute ambition. Ok. Il ne s'agit pas de viser la lune, il faut viser les étoiles. Et avec un peu de chance, on va arriver à la lune. Mais si on vise la lune, minimum, on va atteindre, on va même pas dépasser
la couche d'ozone et avec très peu de chance on va atteindre la Lune. Donc il faut toujours viser le maximum et se donner les moyens d'atteindre ce maximum et avec du travail et un bon coup de pouce divin, on va réussir à atteindre la Lune ou les étoiles ou ce qu'on veut. Là, le fait que je trouve encore cette motivation, que cette motivation soit renouvelée à chaque fois, c'est ma haute ambition. C'est le fait qu'à chaque fois je renouvelle mon ambition. C'est-à-dire qu'au début j'ai commencé par le full contact. Mon ambition c'était de devenir champion du monde de full contact. J'ai atteint cette ambition-là. Puis je me suis dit non, j'entends beaucoup parler du kickboxing. Moi aussi je suis capable d'y arriver. Je vais devenir champion du monde de kickboxing. Et puis j'y vais. On me parle de ce combattant, Nicky Holsken, qui est invaincu, imbattable, qui est très fort, un Hollandais. Je dis non, moi je peux le battre. Donc j'y vais avec la peur au ventre, mais avec le courage quand même, téméraire, j'y vais. Et j'arrive à le battre et je deviens champion du monde en 2016. Et puis, récemment, j'entends parler du MMA avec Conor McGregor, avec l'UFC, etc. Et puis je dis, mais ce qu'il fait, moi je sais le faire. Et je sais le faire mieux que lui. Et je peux devenir champion du monde de MMA. Et puis je fais ma transition, je change d'ambition, et je dis je serai champion de MMA. Et puis me voici aujourd'hui, je suis en train de mettre des KO. Tu le dis aussi facilement, je fais ma transition. Moi je me vois rêver, c'est comme si je peux dire je fais ma transition. Non, il faut se donner les moyens, bien sûr. Et puis, c'est pas comme si j'avais dit, tiens, je vais faire ma transition, je vais devenir champion de NBA. C'est-à-dire, je reste quand même réaliste et je connais mes capacités. Je parle de ce que je connais. Je peux pas demain dire, je vais être champion de basket. Donc, en fait, il y a une forte capacité de connaissance de soi. Exactement. Il faut se connaître et se fixer des ambitions réalisables. Vraiment réalisables. Si tu veux viser la Lune ou les étoiles, c'est réalisable. Et il faut vraiment être convaincu que c'est réalisable. Et avec, comme j'ai dit, avec un peu de chance, tu vas réussir à atteindre un niveau élevé. Peut-être pas la Lune, peut-être pas les étoiles, mais tu auras un niveau élevé. Mais si tu as une petite ambition, tu pourras jamais la dépasser. Parce que si ton ambition déjà elle est basse, tu vas jamais aller plus haut. Donc, c'est ça dont la jeunesse a besoin aujourd'hui. C'est ça dont le Cameroun a besoin. Et le Cameroun l'a déjà. On connaît notre équipe nationale du Cameroun qui était la terreur et qui est toujours la terreur sur les terrains aujourd'hui, parce que le Cameroun c'est le lion, lion indomptable, on porte bien cette phrase-là, qui fait que à des moments où on ne nous attend pas, on arrive à créer la surprise. Comme il n'y a aucune équipe qui arrive à battre le Brésil en Coupe du Monde. Et c'est ça le Cameroun. Et c'est ça qui coule dans mes veines, et c'est ça que, c'est ça que je veux représenter, et c'est ça que je vis, je respire au quotidien. Et je suis fier d'être Camerounais, vraiment. 91 victoires, c'est à se demander, comme si tout va se dérouler, c'est à se demander s'il n'y a pas de moments difficiles, si souvent Cédric ne passe pas des périodes, le passage à vide. Alors, quand il y a des périodes difficiles, la motivation personnelle, culturelle, ça se passe comment? Je veux dire, tu puisses dans quoi? Qu'est-ce qui te rebooste pour repartir d'attaque? Alors, quand il y a des périodes difficiles, même dans les périodes faciles aussi, hein, c'est ma religion qui va m'aider. Parce que ma religion, c'est le mode d'emploi, en fait, de la vie. C'est-à-dire, quand on a, par exemple, un meuble qu'on n'arrive pas à monter, ou bien un appareil qui fonctionne pas très bien, une climatisation, ou bien, je sais pas moi, une radio, un poste télé, eh bien, quand on n'arrive pas, on est bloqué à un endroit, on comprend pas le mécanisme, on retourne toujours au mode d'emploi. On retourne toujours au mode d'emploi. Et si c'est pas le mode d'emploi, on retourne au fabricant. Et au final, c'est la même chose, parce que le fabricant, il a le mode d'emploi dans sa tête, parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Donc, l'islam, c'est le mode d'emploi de la vie. Donc, ce qui fait que quand je vais mal, ou quand je vais bien aussi, je retourne à ce mode d'emploi-là, pour savoir comment réagir. Et c'est avoir le bon comportement lorsqu'on désire une chose. Et lorsqu'on a cette chose-là, donc cet objet de désir, on en tire un plaisir. Je désire la victoire quand je m'entraîne dur, je désire la victoire fortement, donc je mets tout en œuvre pour acquérir cette victoire-là. Une fois que j'ai cette victoire-là, il en résulte un plaisir. Et il y a aussi un comportement à adopter lorsqu'on a ce plaisir-là. Et du coup, c'est l'islam qui me permet on va dire, c'est ma voile qui permet de me diriger dans ces moments-là, quand je désire quelque chose, que ce soit la victoire, que ce soit n'importe quoi, tout ce qu'on désire dans la vie, un travail, certains désirent un travail, certains désirent une femme, certains désirent des enfants, certains désirent des biens matériels, certains désirent la santé, et une fois qu'ils ont ces choses-là, souvent l'être humain oublie.
quand on a quelque chose qu'on désirait, souvent on oublie et on jouit de cette chose-là sans remercier même la personne qui nous a fait du bien. Parfois on oublie vite. Eh bien, la clé, c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant, d'être patient quand on n'a pas la chose. Une fois qu'on a la chose, d'être reconnaissant. Donc c'est vraiment toujours naviguer, c'est être dans un juste milieu. Avoir des équilibres. Toujours en équilibre. Alors, après avoir aligné plusieurs victoires, ça coule, et puis un jour, pan, il y a une défaite. Comment tu digères ça? Je veux dire... Une épine. Voilà, une épine, voilà. Ça se passe comment? Il y a une envie de découragement, de se dire, mais après tout, alors, il y a une volonté de remise en cause profonde pour se dire, peut-être j'ai manqué un épisode, j'ai pas bien calibré quelque chose. Ça s'est passé comment dans ta tête? Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, à la dernière page, là, la toute dernière, voilà, on voit le palmarès. Ouais. Il y a donc, en combat, il y a 91 victoires. 91 combats. Ensuite, 97 combats. 97 combats. 91 victoires. 7 défaites. 5 défaites. Une épine. Voilà. 13 fois champion du monde de kickboxing. Alors, quand on voit ce palmarès, on se dit quand même, le bonhomme, il n'a même plus besoin de s'entraîner. Ouais, voilà, c'est ça. On se dit peut-être qu'il perd pas beaucoup. Non, il y a eu des défaites, mais il y a aussi ça qui me motive. Et là, on pourrait croire que bon, je fanfaronne encore, mais c'est que dans ces 5 défaites, on voit que si on va chercher, on voit que ce ne sont pas des vraies défaites. C'est pas un combattant qui a été meilleur que moi. Soit ça a été une décision litigieuse, soit ça a été une décision litigieuse à chaque fois. Et à cette épine qui a été vraiment un coup dur dans ma carrière, notamment parce que ça arrive au moment où je suis au paroxysme de ma notoriété. Et là, on se dit, waouh, comment il va réussir à encaisser ça? C'était très difficile parce que malgré ce qu'on peut voir de moi, c'est-à-dire le personnage assez arrogant, limite égocentrique, sûr de lui, on se dit, mais de toute façon, il s'en fiche. Alors que non, quand on me connaît vraiment, ceux qui vont aller acheter mon livre parce qu'ils m'aiment et ils me suivent, savent que c'est un personnage, entre guillemets, c'est une facette qui est là pour faire le show, et on aime cette facette-là, mais le Cédric Doumbé vraiment au cœur, il n'est pas comme ça, il n'est pas arrogant, il n'est pas égocentrique, c'est quelqu'un de très normal, de très humble, et j'ai été touché dans mon humilité justement, parce que je suis quelqu'un qui met un point d'honneur à faire justice, à me faire justice à moi-même et à faire justice aux autres, et je déteste l'injustice. Et cette épine, je l'ai vraiment vécu comme une injustice, et c'est pas simplement je l'ai vécu, c'était une grosse injustice. Filmé aux yeux de tous, c'est-à-dire c'est même pas comme si c'est une chose que je raconte, et on me dit bon, peut-être qu'il embellit un peu la vérité. Là, c'était vraiment tout le monde a vu, c'était filmé, et c'était très dur parce que j'ai même voulu à un moment me dire, je sais pas si je vais continuer, parce que est-ce que le public me mérite? Est-ce que vraiment il me mérite? Est-ce que la France me mérite? Est-ce que la fédération de MMA là, qui a cautionné la décision de cet arbitre me mérite? Avec tout ce que je fais pour ce sport là-bas en France, j'étais très vexé en fait. C'est le mot. Le mot, c'est vraiment j'étais vexé. Mais tu n'as pas lâché. Mais j'ai pas lâché. Je me suis dit, de toute façon, je fais pas ça pour eux. Je me suis dit, il y a le public qui m'aime, qui est là quand même. Ce sont ceux qui font le moins de bruit, parce que ce sont souvent les mauvaises histoires, les mauvaises choses qui font plus de bruit. Absolument. Voilà. Et comme on dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ça, c'est sûr. Pourtant, la forêt qui pousse est beaucoup plus importante que l'arbre qui tombe. Et là, donc, on a beaucoup entendu cet arbre qui est tombé, mais la forêt qui pousse, elle est là, et c'est pour la forêt qui pousse que je le fais, et que j'ai continué, et j'ai décidé d'exceller encore une fois, en remontant 2 mois après, même pas dans la cage, contre Jalil, l'américain, et que je le mets KO au premier round encore. Mais cela dit également cet autre côté de ta personnalité, tu en parlais d'ailleurs à l'instant, ce côté provocateur, on va pas faire l'économie des mots, face à ton adversaire, souvent bien longtemps avant les combats, dans des sorties médiatiques, c'est de la violence verbale, de la grande provocation, je te mets KO à 3 secondes, et quand le combat arrive, ça se fait pratiquement comme prédit. Mais je veux dire, ça a une importance pour toi dans
la motivation personnelle, dans la structuration de ta préparation, dans le déroulé de tes combats, le fait d'être un peu provocateur souvent? Alors, le fait d'être provocateur comme ça, avant les combats, déjà, bon, c'est moi, hein, je suis camerounais. C'est même pas camerounais, je suis Douala. Deido. Voilà. Ah, Deido. Voilà, avec tout ce que ça comporte. On sait que les Deido, voilà, ce sont pas les plus humbles. Ouais, je vois comment tu choisis les mots. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a ça déjà, il y a mes racines. Ensuite, il y a le fait que moi-même déjà, je sois provocateur. Moi, j'aime, comme on dit chez nous, la fala. Ah ouais, voilà, j'aime la fala. Donc, je peux pas pleurer si on me fala. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. Et surtout, c'est un moyen pour moi de me mettre au pied du mur. C'est-à-dire, je vais tellement parler, je vais tellement provoquer, je vais tellement prédire ce qui va se passer pendant les combats que quand je suis entre moi et moi-même, je me dis, tu n'as plus le choix. Okay. Tu as trop parlé, tu es venu avec un matelas. Et tu dois assumer. Tu dois assumer. Tu n'as pas le choix en fait. Ouais. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que, pourquoi je le fais déjà longtemps avant? Parce que il y a toujours des hauts et des bas durant une préparation physique, durant des entraînements. Et le moment où les bas vont arriver, où je vais être fatigué, ou découragé, ou moins motivé, où j'aurai une perte de motivation, eh bien le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir provoqué autant, le fait de voir l'adversaire en rogne, et ben ça me rebooste. Absolument. Et je me dis non, t'as pas le droit à l'erreur. Ça va chercher la dernière énergie. Exactement. Qui n'est pas remontée. C'est ça qui va faire en sorte que je me réveille le matin, même si j'ai pas envie de me réveiller, même si j'ai sommeil et que j'ai envie de rester dans la chaleur de mon lit. C'est cette crainte là, justement. C'est-à-dire que je mets vraiment l'accent sur la crainte de la défaite qui fait que non, je me dis non, je peux pas perdre. D'accord. Et là, il faut que j'aille faire toutes les causes, mettre tout en œuvre pour pouvoir gagner le combat. Alors, loin de cela, quel souvenir gardes-tu de tes premiers combats sur la scène européenne, sur la scène mondiale? Qu'est-ce qui t'aura le plus marqué quand tu as commencé la très haute compétition à ce niveau-là? Ce qui m'a le plus marqué, déjà il y a un événement, déjà c'est ma première ceinture de champion du monde de kickboxing, parce que c'était un adversaire vraiment très coriace. Si ce n'est le meilleur adversaire que j'ai eu de toute ma carrière, c'est vraiment, je pense que c'est lui. Et c'était un combat où la salle m'était hostile. J'étais vraiment en territoire étranger. C'était en Allemagne en 2016, décembre 2016, en Allemagne, dans cette salle mythique Oberhausen. La ville s'appelle Oberhausen. 20 000 personnes dans la salle. C'était le retour du grand Badr Hari, le Marocain, kickboxer. Et moi, j'étais en co-main event de son combat. Donc, c'est-à-dire, tous ceux qui étaient venus voir Badr devaient voir mon combat. Et c'est une victoire parce que j'ai déjoué tous les pronostics en battant cet adversaire. Et c'était ma première ceinture. Et quelle fierté, parce que c'était sous les yeux de ma mère, qui était seule dans les tribunes à ce moment-là, alors que tout le monde autour était contre moi. Et c'était la seule qui scandait mon nom sans crainte. Avec sa petite voix, donc il fallait chercher. Voilà. Celle qui sautait, et la symbolique était touchante parce que au début, elle n'était pas favorable à la pratique de ce sport-là. Elle m'avait interdit formellement de pratiquer ce sport parce que elle le jugeait, et à raison, dangereux pour le visage. Et comme on en discutait tout à l'heure en off, le fait de joindre les deux bouts entre l'école et le sport, c'est très difficile, et c'est la crainte des parents parfois. Et donc elle avait joué la sécurité, elle m'avait interdit de pratiquer ça. Et le fait de la voir maintenant, elle, ma première et ma seule supportrice dans les tribunes, alors que quelques années avant, elle ne voulait pas. Tu t'es dit, je perds par ce combat. Voilà, c'était ça la symbolique, c'était très touchant, et c'est pour ça que c'est le combat vraiment qui m'a marqué. Et c'est un des moments, si ce n'est le meilleur moment de ma carrière. Alors, au-delà de maman, qui évidemment n'a pas accepté dès le départ que tu fasses ce sport-là, comment les autres, comment ton entourage, la famille, mais au-delà aussi les amis, les camarades, les voisins de quartier, comment tous les autres ont reçu ton choix de faire du kickboxing, pratiquer ça, pratiquer bizarrement, quand mes amis d'enfance même ont appris que je pratiquais ce sport-là, ils m'ont toujours dit qu'ils n'étaient pas étonnés parce que j'aimais beaucoup la bagarre. Et moi, j'ai pas ces souvenirs-là. J'ai pas les souvenirs que j'étais un bagarreur, j'ai pas les souvenirs que j'aimais beaucoup me battre quand j'étais plus petit. Mais même ici à Deido, on m'a dit que j'aimais beaucoup la bagarre, mais j'ai pas ces souvenirs-là, bizarrement. Et non, mais mon entourage n'a pas été surpris.
ma famille proche non plus, parce que bon, ils savent que quand j'ai décidé quelque chose, en général, tant qu'à faire, voilà, je fais tout pour y parvenir. Donc ils savent qu'ils peuvent même pas se fatiguer à essayer de me dissuader. Et au final, avec le temps, ils ont vu que, et ils voient qu'au final, avec le temps, 3 choix sur 4 sont des bons choix, parce qu'on fait toujours des erreurs. Et tout le monde fait des erreurs. Bien sûr. Et ces erreurs parfois sont même importantes et nécessaires, je dirais même, pour la suite, pour l'avenir de la personne. Mais 3 choix sur 4 sont bons. En général, je suis quelqu'un de très réfléchi. Et si je prends une décision, c'est que j'ai pesé le pour et le contre. Et le choix de pratiquer ce sport-là, ça a été un bon choix dans ma carrière. Et c'est ça qui fait celui que je suis aujourd'hui. Le sport, le sport m'a sûrement sauvé d'une vie peut-être. J'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup voyagé. J'ai habité parfois dans des quartiers qui étaient pas très fréquentables. J'ai côtoyé des personnes qui n'étaient pas très fréquentables. Et le fait d'avoir quand même cette ambition dans le sport m'a permis sûrement, parce qu'on ne pourra pas savoir l'invisible, m'a permis sûrement comment dire, d'éviter un dénouement peut-être mauvais. Dérivé, on peut dire. Exactement, c'est ça. Donc le sport, ça a été, je pense, oui, un exutoire déjà, et un moyen de me maintenir sur le droit chemin. Alors, quelles sont les personnalités, les athlètes qui sortent de là, qui t'ont le plus inspiré ou qui t'inspirent le plus, qui sont comme des modèles, des raisons de faire encore plus, d'aller au-delà de leur palmarès? Il y a indéniablement Samuel Eto'o, qui est notre légende, notre neuf emblématique, parce que j'avais cette motivation de devenir une icône pour les jeunes et même pour un pays. Bon, là, c'est même pas un pays, c'est un continent quand même. Bien sûr, désormais. Donc, de devenir une icône pour un continent, et le fait de le devenir dans mon sport, dans ma discipline, en fait, pour moi, c'est une consécration. Ça vaut plus que de l'argent, ça vaut plus que des médailles. C'est vraiment le fait que je marche dans les rues du Cameroun et comme 10 champions et que les gens m'acclament et que me suivent et les gens me prennent comme modèle, ça fait vraiment chaud au cœur. Et l'âme aime ça. Il y a des champions comme Patrick Mboma, parce que quand je suis parti du Cameroun, c'était justement c'était son équipe, l'équipe de Patrick Mboma, de Song, toute cette équipe-là. C'est cette équipe qui a bercé mon enfance. Et pourquoi je prends Patrick? Parce que je me souviendrai toujours, je sais pas, j'avais peut-être 7-8 ans, de ce match amical contre la France. 2003, oui. Coupe des Confédérations. Coupe des Confédérations. Finale de la Coupe des Confédérations, et but de Patrick Mboma sur une touche. Exact. Et ce but-là, en fait, Patrick Mboma, c'était la star. C'était une reprise de volée. Ah, voilà, il a vraiment sauvé le continent à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, tout ce qu'on a ressenti à ce moment-là, ce but-là, je veux un jour être la personne qui fait ressentir ça au Cameroun. Comme aujourd'hui, quand on est tous devant un combat de Francis, le soir, et que le continent se soulève, exact, comme une finale de Coupe d'Afrique, comme une finale ou une quart de finale de Coupe du Monde, eh bien c'est ça que je veux faire vivre au pays. Je veux tout simplement faire émaner des bonnes émotions aux gens, en fait, faire du bien aux gens. C'est ça, c'est vraiment ça ma volonté. Alors, tu es détenteur d'un titre. Quand tu le remets en jeu, ton titre, quels sont les défis majeurs qu'il faut surmonter? Je veux dire, quelles sont les difficultés qu'il faut braver pour te dire, je suis le détenteur, à l'issue de ce combat, je reste le détenteur, mais entre-temps, il y a l'adversaire en face. Qu'est-ce qui se passe? Qui essaye de me, bien sûr que retirer. Exact. Là, ce sont les gladiateurs des temps modernes. On est à l'image de ces gladiateurs. À l'époque, les gladiateurs luttaient pour leur liberté. Ouais. Ils voulaient gagner des combats, parce que là, c'était des combats à mort. Donc, carrément, ils luttaient pour sauver leur vie. Et à la clé, il y avait la liberté. Aujourd'hui, on combat aussi pour nos vies, parce que c'est notre gagne-pain. Le combat, c'est notre moyen de nourrir la famille, c'est notre moyen de construire les maisons au Cameroun, c'est notre moyen de faire du bien aux êtres qui nous sont chers, donc à notre famille. Donc l'adversaire, quand lui vient, c'est pour nous retirer tout ça. Et quand moi, particulièrement, je regarde d'où je viens, je me dis, je peux pas laisser quelqu'un
de telle ou telle nationalité, tel pays ou de tel ou tel continent venir m'enlever ça, alors que moi je viens du Cameroun et que la famille compte sur moi et que je veux faire plaisir à ma mère, la rendre fière. Je ne peux pas laisser cette personne me retirer ça. Et puis il y a aussi l'orgueil personnel qui dit non, moi je ne peux pas perdre, comme je disais tout à l'heure. Il disait non, moi je suis un Camerounais, il peut pas me battre. Ouais. C'est pas possible. Impossible n'est pas Camerounais. Et du coup, il y a cette motivation, cette hargne qui vient dans le cœur, qui est là pour me pousser et pour faire en sorte que l'adversaire voit que non, c'est impossible. C'est-à-dire, il peut essayer avec les autres, mais là, c'est mort. D'accord, il y a les victoires, il y a ce soutien populaire, il y a ses followers. Mais Cédric, il fait tout pour garder les pieds sur terre. C'est notre match. Hein. Toujours. Il faut rester focus, garder un équilibre. Et pour ça, il ne faut pas oublier d'où on vient. Ah. C'est très important d'oublier de se rappeler d'où on vient et de l'avoir toujours en tête, parce que ça permet de garder les pieds sur terre et de savoir qui on est. Alors, ton avenir immédiat? Mon avenir à court terme, c'est défendre ma place de visage du MMA français, le capitaine, l'emblème du MMA français. C'est défendre cette place-là contre des adversaires qui pourraient venir pour me les prendre, hein, comme des combattants français ou même étrangers. Rester en tant que aussi porte-drapeau du PFL, tu vois, juste en dessous de Francis, qui est le grand frère, qui est le porte-drapeau du PFL aussi. C'est créer, développer, pourquoi pas, le PFL Afrique, le MMA en Afrique, pour pouvoir sortir d'autres légendes, comme Francis, mais cette fois-ci qui n'aurait pas besoin de traverser toute l'Afrique par le Maroc, etc., pour arriver en Europe. C'est ça l'ambition aussi, c'est l'ambition à court terme, c'est déjà de revenir à l'entraînement, reprendre la forme que j'avais avant, parce que là j'ai pris du poids, j'ai été hors des salles d'entraînement pendant un moment, et maintenant il s'agit de retourner à l'entraînement après mon dernier voyage qui est là au Cameroun, pour me ressourcer, reprendre un peu du poil de la bête, retourner à l'entraînement pour essayer de réussir au mieux la prochaine échéance qui sera premier trimestre 2025 contre un adversaire dont on ne connaît pas le nom encore, et par la suite pourquoi pas cette revanche contre Baki, le combat tant attendu en France et dans le monde. Tu l'espères, hein? J'espère cette revanche sur cette épine. Moi j'aime pas dire la revanche sur lui, parce que lui il m'a pas battu. C'est plutôt l'épine qui m'a battu. Même l'arbitre qui m'a battu. Mais qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont montées dans la cage avec leurs chaussures. Ça c'est problématique. Et d'ailleurs même suite à ce combat, j'ai vu aujourd'hui que maintenant au PFL, ça a créé de l'emploi, parce qu'il y a maintenant une personne qui est chargée de nettoyer, d'aspirer. À chaque fois que quelqu'un monte dans la cage avec ses chaussures. Un peu comme en NBA et les parquets. Exactement. Il y a quelqu'un qui est chargé maintenant de nettoyer la surface de jeu, de combat. Ce qui s'est passé, c'est que non, les gens ont marché dans la cage. La cage n'a pas été nettoyée. Il y avait un bout de verre ou un bout de bois dans la cage sur lequel j'ai marché. J'ai interpellé l'arbitre pour lui dire que j'avais quelque chose, parce que je ne savais pas. C'était la sensation. La sensation que j'avais, c'était un bout de verre dans le pied. Souvent à la maison, ça peut arriver durant les tâches domestiques, une assiette ou un bout de verre, un verre se casse. Parfois, il reste des morceaux malgré le ménage qu'on fait. Et quand un morceau là nous entre dans la peau, c'est très douloureux. C'est très très douloureux. Alors, bien sûr, je peux continuer de combattre avec ça. Hein, c'est pas, je suis pas amputé d'un bras ou j'ai pas une blessure ouverte. Je peux continuer. Mais si je peux l'enlever, le mieux c'est quand même de le retirer, cette chose, ce caillou dans la chaussure, pour pouvoir continuer sa route. Donc j'interpelle l'arbitre pour pouvoir enlever la chose que j'ai dans le pied, et l'arbitre qui comprend pas, qui me dit de continuer, que je peux pas stopper le combat. Je m'exécute, je continue. Puis l'adversaire voit, lui, par contre, que j'ai une gêne au pied. Et galantement, il ne m'attaque pas pour essayer de tirer profit de ce désavantage. Il interpelle l'arbitre en disant, mais on peut faire ça. Voilà, laisse-le retirer ce qu'il a dans le pied. Et puis l'arbitre s'énerve et il cesse le combat. Et là, j'ai pas compris, personne n'a compris. J'ai interpellé l'arbitre en lui disant, mais je comprends pas. Tu m'as dit de continuer,
quand je t'ai interpellé, ce que j'ai fait. Mais la deuxième fois, moi je t'ai rien dit. Pourquoi tu arrêtes le combat? Et puis il n'avait pas de réponse à ça. Ça a été dur? C'était dur parce que d'autant plus le combat était à ma portée. Et j'étais en train de remporter le combat. Le premier round qui est donné à mon adversaire, le deuxième round qui m'est donné, et là il restait le dernier round qui allait départager et savoir qui était dessus. Et moi je visais le KO dans ce round-là. Comme je l'avais déjà dit avant le combat, dans ma chambre d'hôtel, ma stratégie c'était de mettre KO au troisième round. Donc c'était le round du KO. C'était ça que j'étais en train d'aller chercher patiemment. Et puis l'arbitre, il est venu mettre un terme, saboter le combat. C'était dur. Après réflexion, en tant que musulman, je sais que rien n'arrive sans raison. Toute chose est écrite. Et puis, si c'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison. Il y a eu donc une grosse déception après. Grosse déception, mais après on est remonté en selle. Quand on chute, surtout quand c'est pas vraiment une chute, c'est pas très difficile de revenir. Donc je suis revenu après, j'ai repris un combat quelques semaines plus tard, et puis j'ai gagné le combat, et puis on continue. On va pas se laisser abattre. Des décisions litigieuses, il y en a eu. On le voit dans le foot aussi, hein, des décisions arbitrales qui sont litigieuses. Mais ça fait partie du sport. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans les techniques de préparation notamment, fais-tu plus, je veux dire, y a-t-il une grande différence entre la préparation d'un combat kickboxing ou MMA, où tu essaies d'avoir le même style, la même approche, la même démarche, mais en respectant les règles de chaque discipline? Non, c'est difficile. Au préambule, je me disais que le MMA, c'était simplement du kickboxing avec un peu de lutte. Mais c'est totalement différent. Le MMA, c'est vraiment une discipline à part entière. Et quand j'ai fait ma première préparation pour un combat de MMA, c'est là que j'ai compris que ça allait être très très difficile. Parce que c'est vraiment un sport à part entière. C'est une discipline à part entière. C'est vraiment un monde totalement différent. Ce que je faisais en kickboxing, je fais 3 fois ça en MMA. Si ce n'est 5 fois. Je fais vraiment 5 fois ce que je faisais en kickboxing. Parce que maintenant, c'est pas que du kickboxing. C'est du kickboxing. C'est de la boxe thaïlandaise. C'est de la lutte. C'est du judo. C'est de la condition physique, de l'athlétisme. Il y a vraiment tout. C'est de l'haltérophilie. Tout est sollicité. Le MMA, ça sollicite vraiment tout. Que ce soit le cardio, que ce soit la force, que ce soit l'agilité, que ce soit, comment dire, la stratégie. Ça sollicite toutes tes capacités cognitives, physiques. Donc c'est pour ça que c'est très difficile. Donc ça m'a demandé une transition, mais comme je suis quelqu'un, par la grâce de Dieu, qui apprend vite, très très vite, qui assimile vite, surtout quand il aime ce qu'il fait, eh bien j'ai pas eu de mal à m'adapter au MMA. Et maintenant j'ai plusieurs phases d'entraînement. J'ai des entraînements de lutte, j'ai des entraînements de kickboxing, j'ai des entraînements de boxe anglaise, j'ai des entraînements de conditions physiques spécifiques. Et c'est tout ça qui fait. La seule différence avec les autres, c'est que moi j'ai pas vraiment besoin de préparation mentale. Parce que j'ai ma propre préparation mentale. Tout à fait naturel. Et parce que je suis un Camerounais, nous on n'a pas besoin de préparation mentale, on est déjà conditionné. Le Hemley. Voilà, c'est ça. Le Hemley, nous on a ça. Et du coup, c'est ça qui me différencie des autres. Alors, l'autre chose, c'est de savoir, c'est une particularité chez toi aussi, assez souvent, ces combats rapides. Je dis que Cédric, c'est 30 secondes, 45 secondes, ça va assez vite, souvent, c'est le premier round. Ça se fait dans la préparation ou c'est à un moment donné, tu sens une faille dans le combat et tu te dis c'est le moment d'attaquer et puis KO. Ça se passe comment? Ça se fait dans la préparation. Moi, je savais pas que Jordan allait tomber KO en 9 secondes. Par exemple. Voilà. Je savais qu'il allait tomber quand il allait prendre le premier coup. Parce que ça, j'étais sûr. Je connaissais mes capacités, je connais ma force. Et quand je voyais le type, j'ai dit que non, lui, il peut pas. Il peut pas tenir. Il pouvait pas tenir. Je voyais comment l'énergie qu'il dégageait, je savais qu'il pouvait pas tenir. Et puis, ce sont les sbires, enfin, comment dire, ce sont les petits que Fernand Lopez m'envoie à chaque fois pour me faire tomber. Mais je savais que lui, il avait mal choisi, que Jordan, c'était pas la bonne personne. Et comme je l'ai dit avant, j'ai dit, Jordan, tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu vois ce qui va t'arriver, toi tu n'as rien voulu, mais c'est celui qui t'envoie, c'est lui qui te met dans les problèmes. Non, tout se fait dans la préparation. Vraiment, dans la préparation, on se met dans des conditions épouvantables, on se pousse dans notre dernier retranchement
pour que le combat soit facile, le plus facile possible. Donc souvent, nous, ce qu'on dit, les combattants, c'est entraînement difficile, combat facile. Et c'est comme ça. À l'entraînement, il faut se donner à fond, mais plus à 300%, et le combat, il sera peut-être à 70% facile. C'est toujours comme ça. Et donc moi, je mets vraiment le paquet dans l'entraînement. Et souvent, c'est ce qu'on ne voit pas, parce que moi, on me voit seulement faire le clown. Sur les réseaux, on me voit seulement taquiner, mais on ne voit pas quand je pleure à l'entraînement, quand je souffre, quand je me réveille le matin et quand je sors, je quitte la salle très tard le soir et que je me couche tard, on ne voit pas ça. Tous les sacrifices qui sont faits, c'est la partie émergée, immergée de l'iceberg. Ça, on ne voit pas ça. Et on le voit seulement quand je mets le KO en 9 secondes, on se dit mais attends, il s'est entraîné 2 mois, 3 mois pour 9 secondes, mais en fait c'est trop facile. Non, c'est justement, ce sont toutes ces années d'entraînement, d'expérience qui font que j'arrive à mettre un KO en 9 secondes. Et puis tu racontes pas les gens qui te disent mais écoute Cédric, on a attendu le combat pendant tout ce temps et tu viens de faire ça en 9 secondes. On est un peu déçus, même si tu as gagné, mais 9 secondes, tu aurais pu faire 15 secondes par exemple. Non, eux je leur dis tout simplement que j'avais rendez-vous après le combat, tu avais autre chose à faire. Voilà. Non, je leur dis que je pouvais pas tarder, j'avais rendez-vous après. Mais quand ils réfléchissent un peu, ils comprennent. C'est beaucoup de sacrifices. Quand on voit des footballeurs qui arrivent et qui au bout de 15 minutes, même pas 10 minutes, mettent un but, c'est pas comme ça. Ce sont des Cristiano Ronaldo qui s'entraînent. Il est d'une autorité publique que Cristiano Ronaldo, c'est un bosseur. Et quand on voit tout ce qu'il a accompli sur le terrain, on se dit, voilà, ça vient pas de nulle part. Le talent, c'est bien, c'est une chose, ça aide, mais ça fait pas tout. Mais il y a autre chose, la pression, les attentes du public, tu en tiens compte souvent? Oui, parce que c'est ça qui va me galvaniser. Okay. C'est la pression derrière, donc c'est la crainte de la défaite. Les attentes du public, pareil, c'est la crainte de décevoir. Donc, et surtout la crainte de décevoir sa famille, ça c'est encore plus fort. La famille, les siens, la crainte de décevoir tous ceux qui me supportent au Cameroun, quand je sais qu'ils sont là derrière les écrans le soir à attendre patiemment que je combatte. Mais d'un autre côté, ça encourage aussi. Ça encourage pendant l'entraînement à pas lâcher. Et surtout quelques minutes avant d'entrer dans la cage, quand on y repense, moi je me répète toujours cette phrase, je me dis, écoute, tu t'entraînes des mois, des semaines, tout ça pourquoi? C'est pour ça. C'est exactement pour ça. Donc c'est pas maintenant que tu vas faire marche arrière. Tu t'entraînes pour ça. Tout ce que tu souhaites, c'est là, être à ce moment précis. Donc c'est parti. C'est maintenant qu'il faut montrer. Et ça me motive. Ben, on en a parlé tout à l'heure. Il y a également cet autre choix d'aller sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait comment dès le départ? C'était une coïncidence? Ça a été, je veux dire, et puis quelle est la valeur ajoutée de déployer autant sur les réseaux sociaux pour partager ton intérieur? Ça s'est fait naturellement parce que moi je suis de la génération Internet. J'ai connu, en fait j'aime bien ma génération parce qu'on a connu à l'époque déjà MSN, et puis il y a eu Facebook, et puis il y a eu Instagram, et on a été un peu dans cette transition là. Aujourd'hui il y a TikTok, donc j'ai vraiment vécu toutes ces ères. Et étant de la génération Instagram, réseaux sociaux, story, je me devais d'être proche de ceux qui me suivaient, proche des fans, et le fait de raconter ma vie comme ça sur les réseaux, ce qui m'a valu même d'être le sportif le plus suivi sur Snapchat, notamment d'être le premier sportif le plus suivi sur Snapchat en Europe. Et parce que tout simplement, comme on me l'a expliqué, c'est parce que je suis proche en fait des gens. J'aime beaucoup me filmer face caméra et raconter ma vie sportive dans la limite du raisonnable, parce qu'il y a quand même des zones d'ombre et on peut pas tout montrer, on peut pas tout dire. Et le fait d'être proche comme ça du public, c'est ça qui fait que justement j'ai tenu à rester sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un exercice qui me plaît, d'être là, de filmer un peu mon quotidien, de montrer les choses que d'autres sportifs ne montrent pas. Moi c'est naturel et je le fais vraiment sans forcer. On a parlé du court terme tout à l'heure, maintenant le long terme dans les MMA, qui sait peut-être quels sont les objectifs et de façon générale dans les sports de combat en général. L'objectif à long terme dans le sport, c'est marquer l'histoire. Aujourd'hui, avant c'est vrai que je voulais être champion du monde de MMA, mais aujourd'hui c'est même pas tant le fait d'avoir une ceinture en MMA, parce que en fait j'ai montré que j'étais capable. Moi, l'objectif c'est de marquer l'histoire du MMA.
marquer l'histoire, comme Francis a marqué l'histoire déjà. J'estime qu'il a déjà réussi, qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir en battant Tyson Fury, parce que on va pas se mentir, il a battu Tyson Fury. Juste en faisant ça, pour moi, il a fini le jeu, comme on dit. C'est le Shaban. Voilà. Faut terminer avec cette discipline. Voilà. On passe à autre chose. C'est ça, c'est le chef bandit. Pour moi, il a fini le jeu. Et moi, ma manière à moi de finir le jeu, c'est de marquer l'histoire du sport français et camerounais surtout. C'est ça ma manière à moi de finir le jeu. Et pour ça, il suffit pas d'avoir une ceinture. Mais on peut avoir une ceinture et ne pas marquer l'histoire. Combien de champions aujourd'hui sont oubliés? Moi, je veux pas être un champion qu'on oublie. Je veux être un champion qui reste. Je veux être un champion qui motive les plus jeunes et surtout qui fait changer les gens. Et ça, pour moi, ça, ce sera la plus grande victoire. Ça, c'est l'objectif à long terme. L'objectif à long terme aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est développer le PFL Afrique pour être, et ça rejoint encore la notion de motivation et d'inspiration, pour pouvoir faire sortir des jeunes comme moi de la misère, pour ceux qui sont dans la misère, parce qu'il n'y a pas que la misère en Afrique, il n'y a pas que la misère au Cameroun, il y a aussi plusieurs autres mots. Exactement. Il y a des mots MAUX en Afrique, mais il y a aussi de très très belles choses. Le continent africain, c'est le meilleur continent au monde, c'est le continent le plus riche au monde, et on a les plus belles choses du monde. Et encore plus le continent camerounais. Tu le dis avec une emphase. Il est visé sur l'UFC. L'UFC, pourquoi pas? Si l'UFC après m'appelle, me propose quelque chose d'intéressant, mais j'en doute fortement. J'en doute fortement parce que le PFL fait déjà bien le job, et le fait d'être précurseur aussi, d'être un pionnier aussi du PFL, parce que je sais que plus le PFL va détrôner l'UFC, ça va venir. Moi, je serai plus là, malheureusement, parce que toute chose a une fin, comme j'ai dit, hein, tout est éphémère. La carrière, elle va passer. On m'a vu récemment aux côtés de Denzel Washington. Et justement, je voulais qu'on en parle tout à l'heure. Je prépare aussi mon après-carrière en tant que comédien, en tant qu'acteur. Et donc, d'être pionnier du PFL, c'est un honneur pour moi de partager ça avec Francis et d'ouvrir la porte, en fait, à la future génération, aux futurs combattants africains, aux futurs combattants français, là où je vis actuellement. C'est d'ouvrir la porte pour qu'ils puissent venir. Donc ça, c'est une ambition pour moi aussi, d'être motivateur de ça. Et je prépare mon après-carrière en tant qu'acteur. C'est ça aussi qui me prend le plus de temps. Récemment, on a pu me voir dans le tournage de LOL, qui ressort, une émission où le but du jeu, c'est justement de ne pas rire, et on est entouré de personnes très drôles. Et ça, c'est un programme qui va sortir en 2025. Je suis aussi programmé sur une émission sur Netflix, une sorte de télé-réalité qui vise à sélectionner. Je suis le jury qui sera chargé de sélectionner les ou le meilleur combattant dans une équipe. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, qui sont périphériques à ma carrière de sportif, c'est ça que je veux développer à long terme. Ça a un impact sur la carrière présente? Oui, bien sûr, parce que c'est ça qui fait de moi le visage du MMA français. Ça veut dire que je suis éclectique. Aujourd'hui, on voit aucun combattant en France qui touche à tout. Il n'y a aucun combattant qui est comédien, il n'y a aucun combattant qui est humoriste, il y a aucun combattant qui est fan de Cyrano de Bergerac et qui arrive à réciter des répliques de Cyrano. Il n'y a aucun combattant qui vise à être acteur et qui est doué dans ça, parce que c'est bien de viser. Mais si tu n'as aucune chance de devenir et d'être bon, surtout dans ça, c'est compliqué. Et moi, j'estime que j'ai justement ce talent dans le jeu, dans l'acting. On le voit même déjà dans ma carrière de sportif. Je ne veux pas me faire des éloges, mais on voit que j'ai... Allez, pour pas dire que je suis bon en tant qu'acteur, on voit que j'ai ce goût et cet amour pour l'acting déjà. Et y aurait-il un genre de film particulier dans le combat policier, ou je veux dire, qui t'inspirerait le mieux, ou dans lequel tu... Dans un premier temps, j'aimerais apparaître dans des films où on m'attend pas du tout. C'est-à-dire un film où il n'y aurait pas de combat, un film où il n'y aurait pas de sport, un film où il n'y aurait pas de boxe. Vraiment qu'on me voit dans un style vraiment particulier, jouer de l'émotion, jouer de la peur, toutes ces émotions-là. Et j'avais donné comme exemple, pourquoi pas interpréter le rôle de Cyrano de Bergerac. Ah, pourquoi lui? Parce que c'est mon film préféré. Okay. C'est ma pièce de théâtre préférée, Cyrano de Bergerac. Et je trouve que Gérard Depardieu a interprété ce rôle avec brio. C'est vraiment
Son jeu a été incroyable. Et c'est l'un des films qui vraiment a réussi à me faire verser une larme. Parce qu'il y a une histoire qui est touchante dedans, une histoire d'amour. Et il y a un parallèle, il y a aussi une ressemblance. Pourquoi pas? Je me projette aussi dans le personnage de Cyrano, qui est un homme fort, qui gagne ses combats, courageux, téméraire. Et sentimental aussi. Donc il y a vraiment, c'est une main de fer dans un gant de velours. D'accord. Et ça me plairait bien de jouer ce rôle-là parce que il n'y a pas de combat dans ce rôle. Il y a pas de, c'est vraiment là, on va vraiment voir si tu es bon en tant qu'acteur. Et c'est ce challenge-là que je veux relever. Comme je suis un homme de défi, ça c'est mon défi dans le cinéma. Alors dans toute cette diversité dans ta personnalité, ce déploiement d'énergie dans divers secteurs, dans quel domaine tu te sens le plus épanoui? Le plus épanoui, ouais. Merci. Le plus serein, le plus et surtout le meilleur exemple pour la jeunesse. Ah, c'est difficile parce que le meilleur exemple pour la jeunesse, je dirais, c'est le sport. Parce que le sport, c'est vraiment un vecteur très puissant. Et c'est vraiment très puissant pour galvaniser la jeunesse. Mais là où je me sens le plus à l'aise, je dirais que c'est en tant qu'acteur. Parce que c'est mon domaine de prédilection. En tout cas, c'est mon ambition de prédilection, c'est acteur. C'est vraiment ce que je vais faire. Et le fait d'être sportif, combattant, il y a un parallèle avec l'acting, avec la comédie. C'est le public, c'est le fait de donner au public, c'est la prestation devant le public. En fait, le don de soi. Le don de soi, c'est la pression. Et tout ça, en fait, ça fait de moi un artiste. Et je m'épanouis vraiment en tant qu'artiste. Ouais. Ça résume un peu toutes tes activités. Alors, on va prendre quelques extraits de ton livre. Nous sommes dans le sommaire. Tu vois, l'IRM de la discorde. Pourquoi avoir retenu cet épisode-là? L'IRM de la discorde, c'est parce que c'est l'épisode qui a fait que je n'ai pas pu signer à l'UFC. On va dire, c'est l'épisode qui a déclenché un peu cette mésentente, parce que c'est un médecin interne qui m'a fait cette IRM et qui a décelé un épanchement sanguin dans mon crâne. Ce qui a alerté tout de suite les médecins, l'UFC, et qui a fait que le contrat soit mis en stand-by. Et puis il y a eu bien sûr l'histoire financière qui vraiment a fait que je ne signe pas à l'UFC. Mais c'est vraiment c'est ça qui a été une frayeur, parce que ça a remis en doute aussi l'avenir de ma carrière. Parce que si j'ai du sang dans le cerveau, etc., c'est très dangereux. Ça veut dire que je peux peut-être pas continuer en fait ma carrière en tant que combattant. Du coup, c'est cette terreur médicale qui a été vraiment très marquante, et je voulais vraiment raconter les tenants et les aboutissements de cet épisode. Aujourd'hui, c'est derrière toi. En effet. Regardez ceux qui ont moins. Oui. Les désœuvrés, apporter un peu de soutien, c'est bien ça. C'est ça, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça revient à ce que je disais quand je disais que le fait de voir d'où je viens, ça me permet d'être reconnaissant de là où je suis. Le fait de voir d'où je viens, de regarder d'où je viens, me permet d'être reconnaissant de ma place. Souvent, on veut toujours plus. Souvent, on veut toujours plus. Et en tant que musulman, l'islam nous apprend à être reconnaissant, à être satisfait de ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, et ça nous est tous arrivé, de vouloir une nouvelle voiture, de vouloir une nouvelle maison, de vouloir une nouvelle femme. Bon, là, tu parles pour toi. ça c'est arrivé aux gens. Voilà. Je m'en éloigne. Je nous mets dans le panel, je fais un panel. Dans la population, il y a des gens qui veulent des nouvelles femmes. Parce que, bon, certainement. Il y a des femmes qui veulent des nouveaux maris. Sans doute. Ça arrive. Ça nous est arrivé de vouloir beaucoup d'enfants, plus d'enfants. On a un enfant, on dit ah j'en veux 2. On a 2 enfants, on dit j'aurais quand même aimé en avoir 3, etc. Et le fait de toujours regarder ceux qui ont plus que nous, on ne sera jamais satisfait. Si aujourd'hui moi je regarde le salaire de Cristiano Ronaldo, je vais mourir. Bien sûr. Je vais pas être satisfait. Je vais dire non. Et je vais être là dans une course à obtenir
ce que je ne peux pas avoir. Ouais. Si je suis là à regarder la femme des autres, je vais toujours trouver ma femme pas à la hauteur. Absolument. Et je vais être là à chercher les femmes, à vouloir la femme que je n'aurai pas en fait finalement. Absolument. Parce que la femme de l'autre sera toujours plus belle que notre femme. En fait, si on cherche, hein, parce que et celui qui est satisfait, sa femme sera toujours la plus belle. Et on veut toujours une nouvelle maison. Quand on voit la maison de telle personne, on dit ah mais en fait c'est ça qu'il me faut. Exactement. Ouais. Mais quand on regarde ceux qui n'ont pas d'enfants, les couples qui n'arrivent pas à concevoir, là on se dit ah en fait je suis très très chanceux d'avoir un enfant. Quand on regarde cette femme qui est veuve ou cet homme qui est veuf, on se dit mais en fait je suis très privilégié d'avoir mon épouse. Quand on voit ceux qui ont moins, ceux qui sont handicapés physiquement, mentalement, ceux qui vivent dans des conditions vraiment précaires, on se dit en fait finalement ma maison que je veux changer, mais elle est très très bien en fait. J'ai un toit, j'ai de l'eau courante, j'ai de l'électricité, alors que telle personne n'a pas de maison, n'a rien. Donc en fait c'est toujours regarder ceux qui ont moins qui va nous permettre d'être satisfaits de ce qu'on a. Et c'est ça que l'islam m'apprend, nous apprend. Et par contre, dans des histoires, dans les affaires de religion, en ce qui concerne la religion, la croyance, la piété, là il faut toujours regarder celui qui est mieux que nous. Exact. Et ça va nous motiver à atteindre son niveau et moi je dirais plus à le dépasser. D'accord. Par exemple, quand on est à l'école, toujours regarder celui qui est meilleur que nous. L'élève qui est meilleur qui a les meilleures notes que nous, et là ça va me motiver à avoir soit la même note que lui, mais moi je dirais à même le dépasser. Et c'est cette saine concurrence qui fait que on est toujours sur la voie droite et on s'améliore. Donc dans les choses de la vie mondaine, on va dire les choses qui sont pas forcément, je vais pas dire utiles, mais on va dire des choses secondaires, c'est bien et c'est important, primordial de regarder ceux qui ont moins que nous. Ça nous permet d'être reconnaissants. Et dans les choses plus importantes comme la foi, même le travail, les études, regarder ceux qui sont meilleurs que nous et ça va nous motiver à nous améliorer. Parlons religion. C'est un tabou pour toi? Non, pas du tout. Catholique à musulman? Ouais. Protestant à musulman. Protestant, pardon, ouais. à musulman. Je veux dire, c'est quoi le déclic? Ouais, le déclic, ça a été beaucoup de choses. Le déclic, c'est une période de ma vie où je voulais devenir quelqu'un de meilleur. C'est une période où je voulais me marier aussi. Et je me suis dit, je veux une fille bien. Je veux une femme bien. Et puis, je me suis posé la question. Et une fois, il y a un ami qui m'a dit, mais toi, tu veux une femme bien. Est-ce que tu es un homme bien? Ouais. Et ça, c'est fondamental. Ouais. Ça nous fait sourire, mais c'est primordial. Aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent un homme comme ci, comme ça. Beaucoup d'hommes veulent une femme comme ci, comme ça. Mais toi, d'abord, est-ce que tu mérites cette personne-là? Et moi, je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que je mérite une femme bien? Et puis, je me suis dit, mais c'est vrai en plus. Parce que si tu dois demander à quelqu'un, cette femme bien, vers qui est-ce que tu vas te tourner? C'est vers Dieu. Il n'y a que lui qui peut te donner quelqu'un de bien. Il n'y a que lui qui peut te donner ce que tu demandes finalement. Du coup, je me suis dit, mais si je veux de lui qui me donne ce que je désire, ben, je dois lui donner ce que lui désire. Donc être un homme bien. Donc comment être un homme bien? C'est tout simplement, je me suis dit, c'est être un bon chrétien. Et puis, moi j'ai reçu l'héritage du christianisme par ma famille. En majorité, le Cameroun c'est un pays chrétien, c'est un continent chrétien. Surtout Douala, il y a beaucoup de chrétiens à Douala, beaucoup d'églises. Du coup, j'ai été bercé dans ça. Hein. Et je suis content parce que ça m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Ma grand-mère, pareil, elle a été bercée dans le christianisme, elle est protestante. Et puis, je me suis mis à lire la Bible plus que je ne le faisais. Je me suis mis à lire tous les jours. Beaucoup plus de pages, tous les jours. Et je me suis mis à chercher comment être un bon chrétien. Et puis, en lisant, je me suis rendu compte que, comme dans tout texte de loi, hein, il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui sont obligatoires et il y a des choses qui sont interdites. Comme dans tout texte de loi, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit la Constitution camerounaise, que ce soit à n'importe quel endroit, même quand on entre dans les bâtiments, dans les locaux par exemple de cette télé, il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites.
Eh bien, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que, eh bien, les chrétiens ont des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites, comme consommer la viande de porc, comme consommer de l'alcool, etc. Et puis j'ai demandé à ma grand-mère, qui était mon modèle religieux, et je lui ai demandé, mais comment il y a écrit ça? Et je lui ai montré le passage dans la Bible, mais pourquoi toi tu manges le porc? Et tu nous as rien dit. Et puis elle m'a dit, en Douala, on a toujours fait comme ça. On m'a toujours fait comme ça, du moment à Denika Omboa, dans Diokin de Boanika. Et quand elle m'a dit ça a été fort pour moi, parce que je me suis dit, mais attends, il y a pas mal de choses qui sont écroulées, parce que je me suis dit, mais moi j'avais tout basé sur elle, parce que pour moi, elle suivait la religion vraiment de manière stricte, alors qu'elle, elle avait basé ça sur les us et coutumes. Exactement, les us et coutumes. Ouais. Mais je me suis dit, mais moi ce que je veux suivre, ce ne sont pas les us et les coutumes, je veux suivre ce que Dieu dit. Je ne veux pas suivre ce que son père a dit, et puis le père de son père, et le père de son père, et puis on ne sait pas en fait d'où est née telle ou telle chose. Même si on respecte les traditions de chacun, mais ce ne sont pas toutes traditions qui sont bonnes à faire, et ce n'est pas parce qu'on respecte qu'on va les faire, les pratiquer. Du coup, je me suis dit, moi, en fait, finalement, mon modèle, ça ne va plus être ma grand-mère, mon modèle, ça va être Dieu, tout simplement, ou les prophètes que Dieu a envoyés, tels que Jésus et tous les autres prophètes. Alors, c'est clair que pour toi, donc, la religion elle a une place centrale aujourd'hui. Centrale. Surtout dans tes activités, dans ton combat. Tu la vis à fond. À fond. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, parce que c'était une crainte pour moi. Souvent, on va se dire, mais l'islam, c'est la religion des Arabes. Ouais. Et surtout nous, les Africains, hein, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on pense. Quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, c'est ce qu'il va penser. Et on ne va pas lui en vouloir, parce qu'il n'a pas la connaissance de l'islam. Donc c'est ce que ma famille pensait au début, quand ils ont appris que j'étais devenu musulman. De moi-même, au début ils avaient une crainte que peut-être quelqu'un m'ait entraîné, soit une femme, soit des amis, soit un gourou, même quelqu'un de très influent qui avait une autorité sur moi. Or, ils ont compris que finalement c'était moi, et ils savent très bien que je ne suis pas influençable, et que quand j'ai décidé quelque chose, c'est vraiment ma volonté et j'y suis à fond. Quand je fais quelque chose, je fais bien. Quand je décide de faire quelque chose, je la fais bien. Et quand je décide de devenir musulman, je décide de devenir un bon musulman. En tout cas, j'essaye de le faire au quotidien. Et donc, quand j'ai compris en fait que en devenant musulman, j'étais un meilleur chrétien, c'est ça qui m'a rassuré. Parce que je voulais pas être... J'avais la crainte de dire, attends, peut-être que je vais dans la religion des Arabes, peut-être que je choisis... En fait, non. En étant un musulman, j'étais un meilleur chrétien parce que je renie pas Jésus en fait. Je crois toujours en Jésus et je respecte Jésus. Il y a un chapitre dans le Coran, chapitre 19, qui est dédié à Marie et qui raconte la naissance de Jésus, miraculeuse, qui est né sans père, qui raconte la vie d'Abraham, le dialogue entre Abraham et son père, Hazar, entre Zacharia aussi qui demande à Dieu de lui accorder des enfants, un fils. Donc c'est cette accroche avec Jésus qui m'a permis de me rassurer et me dire non, en fait je suis encore un meilleur chrétien. Et bien sûr l'islam ne renie aucun prophète, parce qu'on va jusqu'à la fin. Le dernier des prophètes qui est venu parmi nous, c'est le prophète Mohammed, et tandis que les autres religions vont justement renier certains prophètes, le judaïsme qui renie Jésus et Mohammed, et le christianisme qui renie Mohammed. Et l'islam est venu justement comme un juste milieu qui va renier aucun prophète. Parce que je te donne un exemple. C'est comme si le Cameroun a des ambassadeurs dans différents pays. Bien sûr. Le Cameroun décide d'envoyer 2 ambassadeurs, ou même, disons, 5 ambassadeurs en France, ou dans n'importe quel pays. En Russie, on va prendre les Russes, parce qu'ils sont chauds en ce moment. Ouais. Le Cameroun décide d'envoyer 5 ambassadeurs en Russie. La Russie reçoit bien les 5 ambassadeurs, et on sait que quand on est par exemple en Russie, et qu'on est dans l'ambassade du Cameroun, eh bien quand on met les pieds dans l'ambassade du Cameroun, on est au Cameroun. Bien sûr. On applique les lois du Cameroun dans l'ambassade. Et donc quand on croise un ambassadeur, c'est un Camerounais, et il représente en fait le pays qui l'a envoyé. Donc le Cameroun envoie 5 ambassadeurs en Russie, la Russie reçoit ces 5 ambassadeurs, mais ils en prennent un, ils le mettent en prison, ils le torturent, ils le tuent. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement?
ça déclare la guerre avec le Cameroun. Mais là, la Russie de dire, mais attendez, pourquoi vous déclarez la guerre? Vous avez envoyé 5 ambassadeurs. On en a traité bien 4. Ils sont encore là. Ils sont nourris, logés, on les traite bien. On en a pris un, on l'a torturé, et vous déclarez la guerre pour un seul. Et là, Paul Biya de dire, mes chers compatriotes, Paul Biya de dire, mais oui, mais les 5 ambassadeurs que je vous ai envoyés représentent le Cameroun. Et la paix sera gardée uniquement si vous traitez bien ces 5 ambassadeurs-là. Parce que les 5 représentent mon pays, le Cameroun. Absolument. Donc il faut que les 5 vous les traitiez bien. Pourquoi? Et là, tu auras compris la parabole, c'est que quand Dieu, qui est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, envoie ses messagers, on doit tous bien les traiter et on doit renier aucun messager parce qu'ils arrivent tous avec le même message. On ne peut pas dire tiens, je choisis Jésus, mais Mohamed, non, je veux pas. On ne peut pas dire tiens, je choisis Mohamed, mais Moïse, non, je veux pas. On ne peut pas dire je choisis Moïse, mais Salomon, non, je veux pas. Non, parce qu'ils arrivent tous avec le même message qui est nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Dieu qui nous a créés. Ça, c'est le message de tous les prophètes. Il y a des lois qui changent. Il y a certaines, voilà, à une époque, on pouvait manger la viande. La finalité est la même. Mais la finalité, le message est le même. Et c'est ça l'islam. L'islam ne renie aucun prophète. Alors, cela dit, dans un par ailleurs, on te sait également proche de beaucoup d'autres sportifs camerounais. Tu en as cité quelques-uns. Tu as Muni, Nganou, Samuel. Ça se passe comment entre vous? Karl, Tokwekambi. Karl. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça me fait plaisir d'être proche d'eux. Ils sont fans de combat. Parce qu'on voit aussi l'essor que prend le MMA aujourd'hui, le boom médiatique par la cause de Francis, par ma cause aussi. Et surtout, on participe tous à l'essor du Cameroun dans le monde. Alors, nous sommes les porte-étendards du Cameroun et c'est une fierté pour nous. Et moi, c'est une fierté parce que à la base, je suis même fan de football déjà depuis tout petit. En tant que Camerounais, déjà, on est forcément fan bien sûr, on se l'a dit tout à l'heure. De football. Donc, le fait de voir que ces footballeurs-là apprécient mon travail, le travail de Francis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça donne envie de, main dans la main, de faire de grandes choses pour le Cameroun. Alors, tu suis le sport au Cameroun? Oui, bien sûr. Ça te déçoit un peu de ne pas avoir du kickboxing, du MMA chez nous, je veux dire. Du moins par ce niveau-là. Décevant, non, parce que je sais que toute chose arrive vraiment à temps. Okay. Toute chose arrive vraiment à temps et je sais que ça va venir. Je sais que ça va venir. Nous sommes les précurseurs du MMA, mais le MMA est nouveau. C'est pas si vieux que ça. Le MMA est vraiment nouveau. Le football, c'est vieux comme le monde. Mais le MMA est encore nouveau, encore jeune et ça va venir. Et là, aujourd'hui même, il y a la fondation Francis Ngannou qui a été créée il y a quelques années. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc j'ai confiance, ça va venir. Et je suis pas du tout déçu, pas du tout triste de voir qu'il n'y a pas encore de kickboxing de MMA. Il y a déjà des sports de combat pied-point ici, au Cameroun. Mais ça va venir petit à petit. Ces sports-là vont faire leur notoriété. Des projets au Cameroun. Des projets au Cameroun, bien sûr. Des projets notamment dans le sport, de développer le sport au Cameroun, avec, on l'espère, l'aide des institutions, l'aide des politiques et des lois. Développer le sport au Cameroun, aider la jeunesse camerounaise, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de... L'avenir, c'est l'avenir. Les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, essayer de... Comme j'ai dit, laisser une trace indélébile, apporter notre pierre à l'édifice, parce que, n'est-ce pas que les montagnes sont faites de petits cailloux. Donc, on va mettre nos petits cailloux en espérant que demain la montagne soit vraiment très haute et solide. Le public camerounais pourrait-il rêver de voir un de tes combats dans l'une de nos salles ici, dans l'un de nos stades, on a le Palais des Sports, mais également ces stades, le stade de Japoma, il y a des salles qu'on peut aménager spécialement. Est-ce que Cédric envisage qu'il c'est peut-être un combat au Cameroun? Savoir que on me pose souvent la question, quel est ton dream career? Le rêve, vraiment ton rêve ultime en tant que dans ton métier. Mon rêve, ce serait de combattre au Cameroun dans un stade et de faire un combat à l'image de Mohamed Ali contre
Foreman. Au Zaïre. Exactement. Donc ça, c'est un de mes rêves. Et je pense même que c'est le rêve de tous les combattants africains, de faire un combat comme ça, dans un stade bondé, et terrasser mon adversaire devant le public camerounais. On peut y croire? Ça, on peut y croire. C'est impossible. Avec le PFL, tout est possible. Donc, on peut y croire. Alors, on s'achemine presque vers la fin de l'émission, une dizaine de minutes. Si tu as un conseil à donner aux jeunes Camerounais, au regard de ta carrière, de ta riche carrière, mais au-delà du sportif que tu es, on a largement parlé de ta diversité, de ton impact auprès du public. Qu'est-ce que tu leur diras à ces jeunes Camerounais? Alors, ce que je peux dire aux Camerounais, c'est d'observer un peu le parcours de Francis, qui est très inspirant. Exact. Je dirais même plus que le mien, parce que vraiment, il a traversé de nombreuses tribulations. Et d'avoir accompli ce qu'il a accompli aujourd'hui, c'est vraiment honorable. Mon parcours aussi, ma détermination. Déjà, je dirais à ces jeunes-là qui partent avec un gros avantage sur tout le monde, c'est qu'ils sont Camerounais. Bien sûr. Ça, c'est un avantage dans la vie. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la discipline. La discipline et la haute ambition. Tout d'abord, se fixer une ambition haute, ne jamais être pessimiste, ne jamais douter de ses capacités. On peut tous arriver à de grandes choses. C'est ce que je dirais à un jeune Camerounais. Je dirais tu peux arriver à faire de grandes choses. Il faut simplement que tu te mettes la barre vraiment, vraiment très haute. Il faut que tu aies une ambition très, très grande. Ne te limite pas. Vise loin. Et une fois que tu as visé loin, donne-toi les moyens d'y arriver et garde-toi cette discipline. La vie, elle est dure. Tout est difficile. Tout demande des sacrifices. C'est difficile, c'est comme ça. Si tu veux une grande récompense, il faut faire des sacrifices. On veut tous aller au paradis. Ça, c'est clair. Et pour aller au paradis, il faut mourir. C'est très très cher. Il faut passer par la mort. Il y a déjà ce sacrifice-là qui est inévitable. Mais il y a les autres sacrifices aussi de la vie. Il y a des règles. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la vie, il y a des règles. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et ce sont ces sacrifices-là qui font que derrière, tu auras une grande récompense. Donc si tu veux une récompense à la hauteur, il faut que tu fasses des sacrifices à la hauteur. C'est ça le conseil que je donnerai aux jeunes.